Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 57. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve tellement important, c'est considérer son temps comme une manufacture. Et ça, c'est bon du grand entrepreneur au solopreneur, là. Peu importe quelle est ton affaire, pour moi, c'est super important de considérer son temps comme une manufacture. Et aujourd'hui, je vais parler avec Hélène Sarah Bécotte. La force d'Hélène Sarah, c'est de calculer ta capacité et tes objectifs pour s'assurer que tu as toutes les ressources nécessaires pour faire croître ton entreprise en te priorisant. Grâce à des outils, formation et de l'accompagnement, elle répond à des questions comme quel est ton chiffre d'affaires idéal pour satisfaire tes besoins et faire rouler ta business? Quel est ton goulot d'étranglement et comment le résoudre? Est-ce que c'est le bon moment pour grossir ton équipe? Parce que tu mérites d'avoir une business rentable et une belle qualité de vie. J'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre le tout disponible gratuitement pour les entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le réseau Mentorat, un réseau de mentors qui est disponible partout au Québec. Maintenant, on a le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans plus tarder, j'aimerais dire la bienvenue. Bonjour Hélène Sarah. Allô! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va super bien. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un sujet qui me passionne, comme j'ai dit, là, considérer son temps comme une manufacture. Dernièrement, j'ai été interviewé dans un panel pour parler de qu'est-ce qu'on trouvait important pour les travailleurs autonomes. Puis, pour moi, la ressource la plus importante quand on est entrepreneur, c'est son temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas multiplier, c'est son temps. Comment qu'on calcule son temps? Comment qu'on valorise son temps? Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Parce que la minute d'hier, on ne peut pas la retrouver demain. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis, c'est suite à nos premières discussions que je me suis dit, ah, il faut qu'on en parle. Ouais. Mais actuellement, les deux, on est un petit peu dans le même bateau. On a des jeunes enfants en bas d'1 an. Alors, le temps prend encore plus la priorité. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de la valeur du temps. Comment qu'on fait pour déterminer combien on a de temps disponible de travail réellement dans une semaine? Par où qu'on commence pour savoir vraiment combien d'heures que je peux travailler dans mes semaines? Hey, c'est vraiment une bonne question. Je pense que la première piste de réponse, c'est se dire c'est quoi la quantité d'heures maximale que moi, j'ai envie de travailler, tu sais. Fait que souvent, le problème en tant qu'entrepreneur, puis tu sais, même si je connais mes concepts, j'ai bien de la misère à l'appliquer, ben c'est de se dire, est-ce que, tu sais, je travaille les soirs, les fins de semaine, parce que, tu sais, même quand on est avec nos petits, des fois, on a, tu sais, ça dans notre tête qui bouge. Fait que c'est vraiment difficile de départager l'un puis l'autre. Mais tu sais, quand je parle de travail, je parle vraiment de travail où, tu sais, t'es devant ton ordi, tu travailles activement, parce que le résistant, quand ton cerveau y va, je veux dire, tu pousses la poussette, c'est sûr et certain que tu vas passer à ta business, ça, je le compte pas nécessairement. Mais tu sais, le nombre d'heures que tu peux passer devant ton ordi ou, tu sais, en rencontre, tu sais, quoi que ce soit, c'est quoi la quantité maximale dans une semaine que tu as envie d'y allouer. Puis, tu sais, jusqu'à récemment, parce que là, je suis en congé de maternité en ce moment, fait que c'est sûr que mes heures sont vraiment, vraiment très minimes. Mais avant, mon temps disponible personnel par semaine pour travailler était déterminé par le nombre d'heures que ma fille à la garderie. Hein? Parce qu'en dehors de ça, si j'ai à m'en occuper, je peux pas me dire que je vais travailler. Fait que c'est simple, tu sais, ma fille allait 3 jours par semaine à la garderie. Donc, tu sais, enlève les heures de dîner là-dessus, ben ça fait que j'avais environ 20 heures par semaine à dédier à mon travail. La contrainte s'est imposée d'elle-même. Je peux pas m'inventer des heures par-dessus ça. J'ai pas envie de moins dormir parce que si j'ai envie d'être performante dans mon travail, il faut que je dorme, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse du sport. Fait que, tu sais, le reste, c'est ça. C'était mon 20 heures semaine. Fait que, tu sais, la réponse finale, c'est qu'est-ce que tu as envie de travailler et qu'est-ce que ta vie te met comme contrainte. Donc, quelle est la quantité de temps au final que tu as réellement à dédier à ton travail? Puis dans le 20 heures, est-ce que c'est un 20 heures facturable ou c'est un 20 heures complet de travail overall? Parce que les heures de travail n'est pas nécessairement les heures facturables quand on Ouais. est consultant ou travailleur autonome, là. Ouais, c'est une super bonne question. Puis je vais peut-être en choquer plusieurs, mais 20 heures, c'est le temps total de travail dans mon cas. Puis j'ai une règle pour m'aider, en fait, dans ma planification, puis dans mon allocation de temps. J'ai des règles de quantité de temps
par temps disponible. Donc, le temps facturable, pour moi, c'est 50% du temps disponible. Pourquoi 50%? Parce que soyons réalistes, on a des tâches administratives, on a du temps de passer à la stratégie de notre entreprise, puis on a du temps à passer à faire les ventes et le marketing de notre entreprise. Donc, tu sais, généralement, ça va tourner entre 40 et 60% dans la réalité, mais j'aime me fixer ça à 50% de temps facturable pour avoir vraiment une borne qui est plus facile à garder, là, qui est fixe. Je veux juste prendre une pause sur le 50% de temps facturable parce qu'on peut en choquer plusieurs. En ce moment, si vous écoutez le podcast, venez parler avec moi sur LinkedIn. Est-ce que le 50% facturable, c'est ça que vous avez alloué? Mais toi, actuellement, on parle de 20 heures de semaine de travail. Ouais. Alors, 50% facturable, on parle de 10 heures, mais on parle de 10 heures administratifs et marketing. Ouais. Disons que moi, dans mon cas, mon nombre d'heures de travail par semaine, je l'établis autour de 45 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on a établi avec ma conjointe pour qu'on soit à l'aise, que je m'accomplisse professionnellement, puis que quand j'arrive à la maison, je sois capable de complètement décrocher. Dans mon cas, c'est ça. Mais étant donné que mon nombre d'heures de travail, le nombre d'heures d'administration, marketing reste, dans mon cas, autour de 10 heures aussi. Okay. Alors, est-ce que tu as considéré que si je travaille plus d'heures, la partie marketing, administration va prendre une moins grande place que mon nombre d'heures facturables, ou dans ta moyenne de marché, ça reste que j'augmente mon nombre d'heures, j'augmente les tâches administratives reliées à mon travail? C'est une bonne question. Tu sais, moi, j'ai fait vraiment ces règles-là en me basant sur une revue de littérature. Là. Fait que j'ai regardé vraiment dans tu sais, les études sur l'industrie, dans différents articles scientifiques aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment des règles pour nous guider. Dans la réalité, c'est certain que si tu travailles 45 heures, ce qui est vraiment au-delà d'une semaine de, tu sais, une semaine normale, ça va être autour de, tu sais, 35 heures, peut-être 40. Fait que toi, tu es au-dessus. Fait que ça fait quand même du sens dans ton cas que, tu sais, les heures soient pas trop élastiques. Après ça, il y a une autre chose qui est super importante à considérer, c'est que plus que tu travailles de temps, plus que tu as demandé de clients. Plus que tu as demandé de clients, plus que tu as besoin de faire des ventes et du marketing, puis plus que tu as besoin de faire des tâches administratives parce que tu vas avoir plus de facturation. Fait que nécessairement, la tâche de travail qui est rajoutée, qui est non facturable, augmente quand même en fonction de tes heures facturables. Fait que, tu sais, il n'y a pas de réponse absolue. Là. Tu sais, je ne peux pas dire aux gens « Hey, suivez mon 50%, absolument, c'est ça la règle. » Ben non, il y a tout le temps un peu de flexibilité. Ça reste un guide pour s'orienter. Mais tu sais, règle générale, c'est ça. La charge de travail a tendance, puis là, on parle de statistiques, la charge de travail non facturable a tendance à quand même augmenter proportionnellement avec la charge de travail facturable. Puis ça, j'adore ça. Puis j'ai fait par exprès pour donner l'exemple. Moi, ma charge administrative va diminuer parce que je me suis entouré d'une équipe. Ouais. Je suis plus seulement travailleur autonome tout seul. Alors, j'ai délégué une partie de la charge administrative. Mais j'ai fait par exprès pour donner cet exemple-là parce qu'on a une vidéo sur Ayas qui est ultra populaire, que c'est le nombre d'heures facturables. Et puis, c'est vraiment un 40 à 60% de ton temps qui est non facturable. Alors, j'ai fait par exprès pour poser la question, pour l'extrapoler. Ben non, c'est parfait. Puis en effet, tu sais, plus que tu as des revenus, plus que tu as de l'argent à mettre pour tes dépenses, mais évidemment, plus que tu peux décharger des tâches qui sont à valeur moins ajoutée pour faire plus d'argent puis avoir plus d'argent à dépenser pour t'aider, etc. Là. Puis là, rendu là, c'est d'autres équations, là, on s'entend. Là. Puis, une fois que j'ai déterminé que j'ai un nombre d'heures facturables par semaine, j'ai un nombre d'heures à allouer au marketing, à l'administration, à la facturation, au suivi de clients qui ne payent pas, on s'en va dans une crise économique, alors c'est important de regarder, OK, c'est qui mes clients qui ont des gros comptes clients à 90 jours, là, ça serait peut-être le temps de les appeler. Mais une fois que j'ai déterminé là, mon nombre d'heures de travail, combien de semaines que je devrais avoir prévu d'avance pour être efficient? Est-ce que je devrais prévoir, exemple, le vendredi, je termine ma semaine, je prévois ma semaine suivante, ou je devrais avoir comme un mois de planifié d'avance? La réponse est vraiment personnelle à chacun parce que je pense qu'on a toutes des préférences au niveau de notre organisation. Je connais des gens qui sont extrêmement micro, là, fait qu'ils vont faire du time blocking. Pour ceux qui connaissent ça, vous avez la référence. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est d'avance, la semaine d'avant, c'est déjà
prévoir dans ton calendrier des blocs pour 100% de tes activités. Fait qu'il y a des gens qui vont vraiment faire de la planification comme ça. Ces gens-là vont le prévoir à la semaine même, les blocs pour 50% facturables, etc. Moi, je suis plus du genre, je suis une grande créative dans la vie. J'ai beau faire des maths, là, je suis une grande créative. Fait que pour moi, la meilleure façon de fonctionner, c'est d'y aller au mois. Fait qu'en fait, j'ai une planification annuelle, trimestrielle et mensuelle. Puis, à travers ça, j'organise vraiment l'ensemble de mes projets, fait qu'autant mes mandats clients, parce que d'habitude, je le connais pas la veille, là, tu sais, j'ai quand même, d'habitude, je le sais à peu près un mois d'avance. Fait que je suis capable de prévoir mes mandats clients. Donc, à partir de ma charge de mandat client, je vais planifier d'avance les types de le marketing que je fais. Fait que, par exemple, je vais être capable de déterminer avec le temps qui me reste combien de vidéos je vais pouvoir produire, combien de publications LinkedIn je vais pouvoir produire. Mais c'est vraiment une publication, comme je te dis, une planification mensuelle que je fais. Fait que, tu sais, j'organise les gros blocs d'avance, puis après ça, je go with the flow avec ça. Fait que c'est comme si, avec la répartition idéale de temps, je quantifie mes objectifs en fonction du temps que j'ai disponible. Puis après ça, en fait, tout ce qui me reste à faire, c'est de cocher mes objectifs. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent me prendre plus de temps à faire, il y en a d'autres qui vont me prendre moins de temps à faire. Mais pour moi, personnellement, c'est l'équilibre idéal entre planification quantitative. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens de planifier avec les chiffres, mais ça me laisse assez de place pour être. Gérer les imprévus, gérer ma créativité, etc. Là. Mais ça, c'est un super de bon point parce que moi, j'ai déjà essayé. Je suis un petit peu plus comme toi, là. J'aime ça aller avec le go with the flow. Puis ma planification, je la fais vraiment avec des blocs plus larges. Et puis moi, l'idéal, c'est que j'ai splitté mes horaires aux 30 minutes. Alors, je me mets des tâches. Des fois, je me book un 3 30 minutes consécutifs, mais j'ai un un très gros TDAH. Alors, si je dépasse mon 30 minutes de concentration puis que je prends pas de petites pauses, que je me lève pas, je vais pas me prendre un verre d'eau, mon taux d'efficacité diminue. Alors, Ah j'ai ouais. fait ma règle pour moi. Mais où est-ce que j'ai fait des erreurs puis j'ai pas encore la recette pour moi personnellement, c'est combien de temps de buffer que tu prévois la littérature là, dans les études qui ont été faites, c'est dans, exemple, qu'on prend une journée typique de 8 heures de travail, je devrais avoir combien de minutes slash heures liées à de l'imprévu? C'est une bonne question. Euh, Selon ce que j'ai lu, ça devrait être autour de 20%. Mais là, tu sais, c'est super personnel à chacun. Tu vois, moi, je prévois pas mes journées à la règle près. Tu sais, j'y vais vraiment go with the flow. Fait qu'après ça, tu sais, pour ceux qui sont vraiment plus bloc de temps, je trouve qu'un 20%, c'est quand même sage. Mais c'est ça. Tu vois, ça, c'est ce qu'on a lu. Je trouve ça difficile de donner des règles comme ça parce que, tu sais, il y a des gens qui sont très, très, très assidus puis qui sont capables de remplir leurs tâches, tu sais, straight. Il y en a d'autres qui, comme nous, on est un petit peu plus, tu sais, surtout quand tu sais que ton inspiration, elle embarque, là, c'est difficile de dire « Ah, je me lève puis j'arrête. » là. Fait que, tu sais, ça reste des règles. Encore une fois, on peut se fier sur le 20%, mais je pense que c'est important d'apprendre à se connaître à travers ça puis de se fixer une règle qui est propre à nous. Là. Mais ça donne juste une idée que quand que je fais mon horaire, de prévoir Ouais, si j'ai un 20 heures de travail par semaine, je garde un 4 heures qui est ouais, relié à de l'imprévu ouais, quand même, absolument, là. absolument. C'est plus d'aller si on y va plus at Ouais. large, là, c'est de vraiment de prévoir, oui, si je prévois mon 20 heures complet de travail, probablement que je vais finir à travailler 25 heures finalement dans ma semaine. Exact, c'est ça. Puis c'est important de le savoir aussi. Est-ce que je suis prêt à faire ça ou finalement je vais me planifier pour 15 heures pour être sûr d'avoir du temps pour tout, là? Ouais. Ça, ça j'adore ça. Puis maintenant, ça arrive à l'aspect de prioriser. On a parlé du nombre de temps, des blocs, qu'est-ce que je devrais faire, mais quand mon horaire devient vraiment serré, comment que je fais pour bien prioriser, mon temps pour arriver à être efficient puis efficace à moyen terme? Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est on veut mériter une business rentable et avoir une belle qualité de vie quand même. Ouais, vraiment. Hem, il y a beaucoup de trucs de priorisation qui existent, puis, je vais laisser ça peut-être aux gens qui sont vraiment pros dans la gestion de tâches au quotidien. Moi, je suis vraiment plus dans la planification en général. Fait que quand vient le temps de prioriser mes tâches, hem, en fait, ma façon de faire, c'est de m'assurer d'avance que, justement, dans mon mois, par exemple, j'ai le temps d'accomplir toutes
les choses que j'ai envie de faire. Fait que je fais pas de la priorisation de tâches au jour le jour. Je fais vraiment de la priorisation de tâches en amont. Fait que, par exemple, j'ai mes objectifs. J'ai mes objectifs, comme je te disais, de contenu. J'ai mes objectifs clients. Puis là, en fait, je vais quand même faire une certaine priorisation pour m'assurer que les trucs qui sont essentiels, comme justement faire mes mandats clients, faire ma facturation, publier un minimum, par exemple, de 2 publications semaine sur LinkedIn. J'ai des règles comme ça. Si j'ai le temps d'en publier plus, je vais le faire, mais tu sais, c'est des règles comme ça. Fait que j'ai vraiment mes non négociables, puis eux, je vais les mettre dans mon horaire en premier. Puis après ça, je vais prendre toutes les choses qui sont nice to have, donc le fun à avoir. Puis là, je vais les remettre dans mon horaire. Puis après ça, toutes les choses qui ne rentrent pas dans le temps que j'ai alloué, je fais juste les enlever. Puis si jamais j'ai le temps, éventuellement, je vais les faire. Fait en fait, quand je parle de ça, un élément qui est super important puis qui n'est peut-être pas nécessairement clair pour ceux qui ne le font pas, c'est que d'avance, pour chaque projet que j'ai, pour chaque grande tâche que j'ai, j'estime combien de temps ça va me prendre. Fait que ça, c'est vraiment un gros composant de ma planification puis de ma priorisation. Fait que je le sais, par exemple, que pour une publication LinkedIn, reprenons ça parce que j'en ai déjà parlé, bien, ça peut me prendre jusqu'à 45 minutes pour écrire une seule publication parce que j'aime qu'elle soit de qualité. Donc, dans mon horaire, je sais que si je veux publier 2 fois semaine, par exemple, j'ai besoin de 1h30 par semaine pour le faire. Fait que ça me permet de justement m'assurer que j'ai le temps de le rédiger. Puis si jamais je suis rapide puis ça me prend juste 15 minutes, ben, je suis capable d'en faire plus, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est difficile de savoir d'avance combien de temps une tâche va nous prendre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer, mais ça fait, pour moi, en fait, ça a vraiment été le succès de mon équilibre parce que je suis capable de prévoir d'avance que je ne serai pas fatiguée, que je ne serai pas épuisée parce que tout rentre dans mon horaire. T'sais. Puis là, on vient de parler c'est de la pratique, là. Mais Ouais. quand on commence en affaires, quand que je suis solopreneur, je prends des nouveaux contrats, euh, je, je travaille sur mon nouveau site web, je fais des nouvelles tâches, c'est Ouais. vraiment C'est difficile estimer difficile. le, Ouais. le temps. Vraiment. Puis un truc, peut-être, quand tu estimes pour la première fois, c'est de faire le scénario optimiste, le scénario normal, puis le scénario pessimiste. Donc, te demander si je pense que je suis bon, ça va me prendre combien de temps? Puis si je pense que je suis vraiment pourri, ça va me prendre combien de temps? Puis quand tu le fais pour la première fois, assume que tu es pourri. Fait que là, tu es sûr d'être correct dans ta planification. Dans le meilleur des cas, tu vas gagner à la loterie puis tu vas avoir du temps bonus. T'sais. Mais au moins, tu vas avoir prévu pour le pire. Puis au fur et à mesure que tu le refais, fait que par exemple, si tu fais ton site web pour la première fois, peut-être que c'est pas une mauvaise chose de planifier une page à la fois. Fait que tu planifies pas pour ton site web, tu planifies pour une page. Fait qu'aujourd'hui, je fais ma page de service. Demain, je fais ma page à propos. Puis au fur et à mesure que tu deviens meilleur, bien, tu rajustes ton temps dans ton horaire, puis tu es capable d'arriver à un estimé qui est de plus en plus précis parce que non seulement tu as pratiqué, mais en plus, tu connais tes aptitudes à le faire. Ça c'est merveilleux ce que tu viens de dire. Puis je vais prendre ce bout-là, je vais l'encapsuler, puis je vais l'envoyer à un de mes amis que ça fait 8 ans qu'il développe son logiciel informatique, puis qui me dit ah là, la semaine prochaine, on va avoir telle fonctionnalité. Là, j'ai dit Dave, arrête de me dire le temps que ça va te prendre. Dis-moi dans 3-4 mois. Alors, après 8 ans, il commence à être plus réaliste dans ses estimations, mais j'ai fait une grosse parenthèse pour parler de ça. Quand on est consultant et qu'on facture à l'heure, exemple, Ouais. souvent, c'est des plus petits mandats ou des plus gros mandats, mais on va facturer à l'heure, on va prévoir les tâches, ça va bien se faire. Où est-ce que je vois dans mon entourage des gens qui ont beaucoup de problèmes à estimer? C'est des gens qui développent un produit pour par la suite vendre le produit. Dans la partie conception jusqu'à la vente, ce laps de temps-là, il est très, très difficile à estimer puis à valoriser. As-tu des trucs pour ces gens-là pour arriver à se mettre des timelines, puis les respecter, puis à respecter leur temps au final? Là, parce que souvent, on prend du retard, on se met à travailler plus, on prend encore plus du retard, on est fatigué, on est moins efficace, on travaille plus. Là, on a peur, on est stressé, on travaille plus. Et puis là, ça devient une roue éternelle sans fin. Alors, est-ce que tu as des trucs pour arriver à bien planifier son temps qu'est-ce qu'on facture, c'est pas notre temps, mais qu'on développe des produits, qu'on développe des projets?
C'est une bonne question. Il y a certaines, je m'y intéresse de plus en plus, puis il y a certaines données qui viennent de l'industrie aussi qui peuvent nous aider. C'est sûr que j'ai pas des réponses pour tous les types de produits, mais si on parle, par exemple, de la formation en ligne, qui est un produit numérique qui est extrêmement populaire en ce moment, il y a, tu sais, parce que la formation, l'éducation, c'est un sujet qui est assez étudié. Puis j'ai réussi à trouver des statistiques de durée moyenne, par exemple, par heure de formation que ça prend pour la développer. Puis là, on l'a pour, par exemple, une formation en personne, une formation en ligne, une formation en ligne très, très complexe. Fait que des fois, on peut aller s'aider à planifier, puis on s'entend que c'est pas parfait, là. Les chances que la durée de temps corresponde exactement à la vôtre, c'est sûr que ça ne sera pas tout à fait pareil, mais ça nous aide, en fait, à donner un chiffre de référence. Fait que, tu sais, pour les formations, il y a ça qui existe. J'ai une mémoire pourrie, fait que je me rappelle pas, mais si vous venez, trouvez-moi sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, puis si ça vous intéresse de savoir ces chiffres-là, je vais vous les envoyer. Mais c'est ça, fait que, tu sais, dans le cas de la formation en ligne, qui est un produit, c'est ça, on se fie en fait sur les chiffres de l'industrie pour être capable de s'aider à planifier. Fait que là, ça, c'est un élément de réponse. Sinon, l'autre élément de réponse qui est peut-être un petit peu plus poche, c'est d'y aller avec l'approche minimum viable product, fait que de lancer par petites étapes. Fait que, tu sais, tu fais un mini produit que tu le sais que ça ne te prendra pas de temps de faire, tu le mets sur le marché, puis tu itères au fur et à mesure. Fait que là, après ça, c'est pas mal plus facile de évaluer le temps qui est nécessaire pour une itération que pour un lancement de produit super complexe. Fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est une réponse à la fois pour, s'il vous plaît, faites ça en entrepreneuriat. Lancez toujours un produit dans sa plus petite version, ça va vous aider tellement. Puis après ça, ça aide aussi au niveau de la planification. Fait que c'est un tout en un. Ça aide au niveau des cash flows, de la validation de produits puis de la planification. Puis nous, chez Alias, qu'est-ce qu'on a fait pour les gros lancements qu'on a prévus? On splittait tout ça par semaine de travail. On se mettait des milestones à réaliser. Alors, on prévoyait. Là, on voyait rapidement si on était en avance, si on était en retard. Alors, on prenait la grosse Bertha, puis on la splittait Ouais, c'est en plein de essentiel. petits travails. Faire une belle gestion de projet. De la vraie gestion de projet. Pas juste du « Hey, je vais me lancer là-dedans sans savoir c'est quoi mes étapes. » Puis ça prend du temps. Alors, il faut prévoir le temps pour faire la gestion de projet. Absolument, absolument. Ça, j'adore cette réponse-là, Hélène Sarah. Puis là, on a parlé du travail autonome de la plus grosse entreprise, mais au final, on travaille quand on est travailleur autonome, quand on est propriétaire d'une entreprise. Il y a une partie d'heures facturables, d'heures de revenus drive, splitté par le nombre d'heures qui sont disponibles à travailler. Mais on est-tu capable rapidement, on a déjà parlé ensemble, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ce sujet-là. Comment que je fais pour calculer mon taux horaire si je veux arriver à atteindre mes objectifs financiers? Oui. Dans le fond, si on parle d'objectifs financiers personnels, j'ai une règle simple qui s'applique uniquement pour les solopreneurs. Là, si vous êtes une entreprise incorporée, les chiffres vont être à peu près similaires, mais j'ai des outils de calcul pour vous aider avec ça. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller dans le détail, il y a ça. Fait que, tu sais, mettons, pour un travailleur autonome, puis là, j'y vais vraiment grosso modo. Là. Fait que les chiffres, encore une fois, prenez-les avec un grain de sel. Mais par exemple, je me dis que je veux faire, je ne sais pas, moi, 5 000 $ par mois pour moi. Tu sais, oh mon Dieu, les chiffres. Moi, j'ai pas mon fichier de calcul devant moi, ça, je vais dire n'importe quoi. Mais tu sais, en gros, là, tu as ton revenu personnel qui va aller dans ton compte en banque. À travers ça, il faut que tu rajoutes les impôts que tu vas payer, le profit que tu veux faire, puis après ça, tu as tes dépenses d'entreprise. Typiquement, les dépenses d'entreprise pour un travailleur autonome, donc qui va faire probablement en bas de 250 000 par année, ça va être autour de 30 du chiffre d'affaires. Fait que là, on décortique progressivement comme ça. Tu sais, je dirais que la ligne générale, si on considère les impôts, ça va être que ton chiffre d'affaires devrait être quelque chose qui ressemble au double du salaire que tu as envie d'avoir dans ton compte en banque. Grosso modo. Okay? Fait que si je veux avoir justement 5 000 dans mon compte en banque à la fin de chaque mois, il faudrait que mon entreprise me rapporte en chiffre d'affaires 10 000 par mois. Mais là, ça, c'est grosso modo. C'est au pouce pour des travailleurs autonomes, principalement dans des compagnies de services, ou qu'est-ce que je vends à ces montants?
Absolument. Après ça, c'est sûr que c'est dans une entreprise de produits, puis que là, tu as de l'inventaire à payer, c'est sûr que les chiffres vont être totalement différents. On ne peut pas avoir des recettes, des formules mathématiques qui sont one size fits all. Il y a moyen de le calculer quand même pour les entreprises qui sont dans le produit. Pour ceux que c'est le cas, je recommande d'ailleurs le livre Profit First. Il y a des petites passe-passe mathématiques qui permettent de vous aider à le calculer, là. Mais je trouve ça vraiment marquant quand même parce que quand que je facture mon temps, que dans ma tête, j'ai pas beaucoup de dépenses, je travaille principalement de la maison, de mon bureau chez moi, ça reste qu'il faut que je prévoie 2 fois mon revenu que je veux faire mensuellement pour, pour pour l'avoir au final, là, grossièrement. Là. Euh, Grossièrement. Mais là, c'est ça, c'est sûr que ça dépend. Si tu es comptable, puis que tu as littéralement aucune dépense à part ton site web et tes assurances, c'est sûr que ça ne sera pas ça l'équation. Mais dans ma façon de voir les choses, c'est que si tu veux avoir une belle qualité de vie, le mieux, c'est que tu travailles dans ta zone de génie. OK? Fait que tu veux travailler sur des projets qui te tentent, puis tu veux être un minimum entouré pour que les choses qui ne te tentent pas de faire dans ton entreprise soient prises en charge par d'autres personnes. Si tu veux arriver à cet état-là de qualité de vie, ton entreprise doit te supporter, ton entreprise doit être en moyen de te payer des services. Puis c'est drôle, je lisais un livre récemment qui s'appelle Company of One, puis il y a une phrase là-dedans, c'est-tu dans celle-là? En tout cas, il en parle aussi. Il y a une phrase vraiment intéressante qui était dite, c'est que quand tu es entrepreneur, tu dois te considérer à la fois comme le CEO de ton entreprise et comme son employé. Fait que quand tu es le CEO d'une entreprise, il faut que tu investisses sur justement ton marketing, sur ton administration, puis toi, en tant qu'employé, tu es une ressource à utiliser pour accomplir ces tâches-là. Mais ça se peut que tu ne sois pas la ressource la plus économique à utiliser pour faire ces tâches-là. Si tu t'utilises toi-même pour aller chercher des clients, puis pour remplir des mandats clients, puis que tu choisis d'embaucher quelqu'un d'autre pour faire, par exemple, ta tenue de livre ou ta rédaction de réseaux sociaux, par exemple, tu pourrais être en mesure d'avoir plus de revenus et avoir une entreprise qui, au final, te rapporte à toi-même pas mal plus. Fait que là, c'est vraiment une question d'allocation de ressources. Puis là, on commence à rentrer dans le concept de manufacture parce que, dans le fond, tu as du temps à allouer sur différentes tâches. Puis c'est tellement facile à considérer quand ce que tu as à faire, c'est des chaises, par exemple. Fait que tu sais que tu as du bois, tu vas faire des chaises, tu as une quantité maximale de bois, puis là, tu vas juste la louer comme ça, puis là, that's it, tu sais. Mais là, quand tu es entrepreneur, puis surtout quand tu es dans le domaine du service, il y a juste du temps, c'est tellement flou, tu sais. Mais là, dans le fond, c'est vraiment de considérer que, bon, point de départ, notre hypothèse de départ, c'est que ton temps à toi, en tant qu'entrepreneur, est limité, right? Fait que là, de quelle façon je fais rouler ma business pour considérer que je veux avoir un chiffre d'affaires qui est appréciable, puis que je veux me permettre une belle qualité de vie. Donc là, c'est vraiment juste de l'allocation de ressources au final. Puis ta comparaison quand tu es une manufacture ou que l'autre, c'est juste du temps, c'est tellement visible. J'ai un comparable dans ma tête. Là, je fabrique des chaises. Là. Je suis une entreprise qui assemble des chaises. Je peux commander tous mes morceaux de chaises déjà découpés au bon format, puis les assembler. Ça, c'est une des méthodes de faire. Je pourrais aussi acheter un arbre, puis après ça, machiner mon, euh, mon arbre pour arriver à le découper, puis à faire chaque morceau pour par la suite l'assembler. Mais le temps que ça me prend pour machiner mon arbre, il est facilement calculable pour voir, OK, j'ai acheté l'arbre, l'arbre me coûtait, exemple, 10 j'ai aucune idée du prix du bois, fait que je vais dire des chiffres fictifs, mais pour arriver à faire mes pièces, ça me pris 20 heures. On a calculé à 25 de l'heure fois 20 heures, on va parler de 500 Alors, pour arriver à faire mes pièces que j'assemble, ça m'a coûté 510 Fait que c'est facile à faire quand tu manufactures, je le fais. Ouais. Puis là, à l'inverse, je me retourne de bord, je peux commander mes pièces déjà découpées, puis c'est 150 ben là, j'ai une économie directe qui est facile à voir, qui est très, très, très tangible. Mais quand c'est du temps, tu l'as dit, les posts sur les médias sociaux, la tenue de livre, après, il y en a tout plein, là, les publicités, les mandats, les contrats légaux, la révision du site web, etc., les prises de photos, ben, ça devient très fictif. Puis moi, je perds cette notion-là comparable de dire, OK,
ma plus-value à moi, la tâche que je suis en train de faire, est-ce que je suis vraiment la meilleure ressource pour la faire? Ouais, Puis exact. ça, je trouve ça vraiment difficile. C'est super difficile à faire, puis en fait, il y a pas de réponse miracle. Pour être capable de le faire, faut que tu le calcules. Faut que tu calcules combien ton temps vaut. Faut que tu calcules combien de temps tu as envie de mettre disponible pour ton entreprise. Fait que tu pas le choix de considérer ton temps comme un peu si c'était de l'argent ou comme si c'était du bois puis des chaises au final. Fait que tu sais, c'est vraiment d'avoir une approche qui est très sans cœur, si je peux dire ça comme ça, très mathématique pour considérer ton temps, pour après ça être capable de voir, est-ce que je suis la meilleure ressource ou pas pour accomplir cette tâche-là dans mon entreprise. Puis ça se calcule. Ça se calcule vraiment plus simplement que ce que vous pensez. Vraiment. C'est juste que c'est difficile de faire cet exercice-là au départ parce qu'on ne sait pas par où passer, tu sais. Puis la première étape, j'imagine que c'est de savoir combien d'heures que je vais travailler par semaine, Ouais, combien d'heures que je décide à la facturation ouais. pour mon temps facturable, combien d'heures que je dédie à l'administration. Puis par la suite, ça devient beaucoup plus tangible. Puis je vais être capable de plus facilement respecter mon temps, puis mettre la fin dans justement le podcast que je m'étais fait interviewer dernièrement. Je parlais que pour moi, la plus grosse ressource que j'ai, c'est mon temps, puis il faut que je valorise chaque minute, parce que chaque minute que je travaille, je ne le passe pas nécessairement avec mes enfants. Puis quand que je me mets à travailler trop, je me suis rendu compte que, oui, je suis moins efficace, mais je suis plus capable de décrocher. Quand je commence à être fatigué, je trouve ça vraiment plus difficile de décrocher. Alors, c'est là que, de mon Ouais. côté, j'ai commencé à tout calculer qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi les limites que je m'impose. Mm-hmm. Alors, c'est quelque chose que j'encourage à tous les entrepreneurs de faire. Ben, écoute, ça fait le tour de toutes mes questions. Avais-tu un dernier conseil à donner aux travailleurs autonomes là, pour apprendre à valoriser leur temps? Priorisez-vous. Honnêtement, travailler les soirs et les fins de semaine, ça vous rend misérable, ça rend votre entreprise misérable aussi parce qu'au final, ça la rend pas profitable. On se ment à soi-même quand on se dit qu'on est capable de faire plus en plus de chiffre d'affaires, mais si vous faites 200 000 de chiffre d'affaires puis vous travaillez 70 heures semaine, c'est pas ce que j'appelle une entreprise qui est complètement rentable. Regardez vraiment combien chaque minute que vous mettez dans votre entreprise vous rapporte financièrement, puis pas juste ça. Est-ce que ce rapport financier-là vous sert vraiment? Est-ce que vous êtes heureux là-dedans? Parce qu'au final, être entrepreneur, c'est une façon de gagner son argent, mais c'est une façon de s'accomplir aussi en tant que personne. En tout cas, c'est ce que je crois. Fait que c'est important d'avoir la juste quantité de toutes ces choses-là pour être heureux au final. Puis Serge, je vais juste bonifier sur qu'est-ce que Serge me dit. Travailler les soirs, travailler les week-ends, il faut que ça soit temporaire. Si c'est Ouais. temporaire pour un rush, c'est correct. Mais si ça devient routinier, régulier, là, il y a vraiment des questions à se poser sur le fondement, sur qu'est-ce que je peux déléguer, sur qu'est-ce que je dois faire pour arriver à reprendre le dessus. Absolument. Puis sur ces belles paroles sages, je te dis un gros merci. J'aimerais encore une fois remercier nos partenaires, la Banque nationale, le réseau Mentorat, le CETEC et le ministère de l'Économie et de l'Innovation de nous supporter à faire tout ce contenu gratuit. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Écrivez-moi des messages. J'adore ça. Hélène Sarah est présente sur LinkedIn aussi. Alors, communiquez avec elle. Vous avez des questions, allez poser des questions, allez s'abonner à son compte. Vous allez voir, il y a plein de contenus super pertinents sur la gestion du temps et valoriser son temps comme une manufacture. Alors, abonnez-vous à son compte pour avoir des trucs et des conseils. Et puis, si vous avez aimé le podcast, partagez-le. Laissez-nous une note de 5 étoiles. C'est chaque petit détail que vous faites qui nous permet d'être plus visible sur les médias sociaux, qui permettent de déjouer un petit peu les algorithmes pour avoir plus de visibilité, puis avoir des commandites pour arriver à continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Mon rêve, c'est que dans 20 ans, ça soit encore présent, qu'il y ait de la relève, puis qu'on soit là pour aider à avoir un impact concret dans toutes les entreprises du Québec. Alors, c'est le rêve d'Alias Entrepreneur, c'est mon rêve à moi. Alors, pour ça, j'ai besoin de vous. Laissez-moi des commentaires, laissez-nous partager le podcast, ça nous aide beaucoup. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se reparle la semaine prochaine sur un autre sujet. Bonne semaine!